Oui, je dirais que j'ai plus de 300 orgasmes par jour. Parfois, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Je rêve d'une semaine entière avec un homme. Du sexe non-stop. Sensationnel. Ça me déstabilisait qu'elle ait autant d'orgasmes. Je ne pouvais pas suivre. En me séchant les cheveux, j'ai joui une dizaine de fois. Ce n'est pas une vie agréable. Vous êtes prisonnier de votre propre corps qui réclame du plaisir en permanence. C'est comme éternuer tout le temps. Michelle Thompson, 39 ans, vit à Nelson, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Elle fait partie des rares femmes qui souffrent du SEGP, le syndrome d'excitation génitale persistante, une maladie qui domine sa vie, jour et nuit. Le SEGP est avec moi 24 heures sur 24. Je n'ai aucun répit. Même quand je ne jouis pas, l'excitation est toujours là. Je n'ai pas d'orgasme très intense, mais c'est toujours là, tapis dans l'ombre, prêt à se déclencher. J'ai toujours été comme ça. Donc pour moi, c'est aussi normal que respirer. Et je sais très bien le cacher. J'essaie de mener une vie aussi normale que possible, même si je suis excitée en permanence. Je peux avoir des orgasmes très intenses et très fréquents, quoi que je fasse ou ne fasse pas. Oui, je dirais que j'ai plus de 300 orgasmes par jour. Parfois, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Pour moi, ce sont de vrais orgasmes. Je ne peux pas expliquer ce qui arrive quand je me sens obligée de me masturber. C'est le summum de la jouissance. On atteint un sommet et on ne peut pas monter plus haut. Je dois faire ça depuis que j'ai 4 ans. C'est assez radical de devoir en arriver là si jeune. Mais ça fait partie du SEGP. Imaginez être excité en permanence et avoir des orgasmes, mais sans jamais être totalement comblé sexuellement. Vouloir du sexe en permanence, mais une fois l'acte accompli, ne ressentir aucun soulagement. Dans le monde, peu de femmes sont atteintes de cette affection baptisée SEGP, syndrome d'excitation génitale persistante. On la surnomme aussi maladie de l'orgasme. Les malades sont excités en permanence et peuvent jouir plusieurs centaines de fois par jour. Michelle en souffre depuis son enfance. Pour elle, c'est à la fois douloureux et honteux. Aujourd'hui encore, ce n'est pas toujours facile de vivre avec le SEGP. J'ai grandi dans le nord de l'Angleterre, dans une petite ville qui s'appelle Colne. Je me souviens quand j'avais 4 ans. J'avais déjà de vrais orgasmes et je devais me masturber, que je le veuille ou non. J'avais tellement honte. J'avais peur que ma mère, mon père, mon frère ou ma sœur le découvrent. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. C'était fantastique et explosif, mais je devais le faire tout le temps. Je me disais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher.
J'ai grandi dans une famille catholique et je crois que ça a renforcé mon sentiment de honte. Je devais me confesser toutes les semaines et aller à l'église tous les dimanches. Et il fallait que je dise tout. En confession, même une pensée sexuelle est un péché. Et puis un jour, Michelle a lu un article sur le syndrome et compris qu'elle avait sans doute une vraie maladie. Il y a encore 2 ou 3 ans, je me disais que c'était normal. Et je pensais qu'il y avait beaucoup de femmes dans mon cas. Je ne me doutais pas que c'était une maladie rare, parce que je vivais avec depuis toujours. Aujourd'hui encore, je considère ça comme normal. Mais c'est un grand soulagement de pouvoir en parler ouvertement. Ça m'aide beaucoup. J'apprends à mieux l'accepter. Michelle accepte d'en parler, mais ce n'est pas sans conséquence, car les préjugés de certains l'ont beaucoup blessée. De nos jours, pour les Anglais, le sexe est toujours un tabou. Quand je dis que j'ai le SEGP, dès que les gens découvrent ce que c'est, ils se referment totalement. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils refusent toute explication. Ils en tirent des conclusions hâtives. Mais comment définir ce syndrome sur le plan médical? Et comment l'expliquer? Cela n'a rien à voir avec la sexualité. Ça, c'est une affaire de fantasme, de désir et d'érotisme. Les causes de la maladie sont totalement différentes. C'est une sensation très puissante qui ne peut être soulagée que par le sexe, sous la forme d'un orgasme. Cela implique donc la sexualité, mais ce n'est pas du sexe. Le cerveau régule le comportement et l'activité sexuelle des individus. Quand l'excitation atteint un certain niveau, le cerveau envoie un signal aux organes génitaux pour leur dire de se gorger de sang et d'augmenter la sécrétion des glandes. Ensuite, passé un certain cap, cela entraîne une sorte de réflexe. Ce n'est donc pas contrôlable par la seule volonté. Autrefois, quand des films étaient soumis à une censure très stricte, on montrait un gros plan sur une main de femme qui se serrait. Le spectateur comprenait qu'elle avait un orgasme. Nous ignorons ce qui provoque le SEGP. Très peu de cas ont fait l'objet de recherches poussées. Ce syndrome a été défini très récemment, mais le phénomène ne date pas d'hier. La cause n'est ni psychologique ni sexuelle. C'est plutôt un état de stimulation excessive des organes génitaux. Il faut rappeler qu'il existe une maladie très proche, la cystite chronique. Michelle tente de mener une vie normale, mais à chaque instant, elle doit se contrôler pour ne pas être emportée par ces orgasmes irrépressibles. Ils sont souvent provoqués par des vibrations ou des sons très forts. Il suffit par exemple qu'elle se sèche les cheveux pour que les vibrations du séchoir accentuent ses orgasmes. Là, les orgasmes sont trop forts. Vraiment trop fort. Je crois que le bruit est un facteur déclenchant. Et les vibrations. En me séchant les cheveux, j'ai joui une dizaine de fois. Ça devient trop pour moi.
parce que les orgasmes sont trop intenses. Michel a appris à vivre avec sa maladie et sait dissimuler ses orgasmes. Mais le syndrome a toujours un impact sur sa vie quotidienne. Pour la plupart des gens, un rendez-vous chez le dentiste est une expérience désagréable. Mais pour Michel, cela pose des problèmes surprenants. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Ça va? Asseyez-vous. Cela fait des années que Michel n'a pas consulté, car ses expériences précédentes lui ont laissé un mauvais souvenir. J'essaie d'éviter le dentiste. Ouvrez la bouche. Lors de ma dernière visite chez le dentiste, quand il a passé la roulette, mes orgasmes étaient tellement forts que j'avais du mal à me concentrer. C'était affreux. Je voulais vraiment qu'il arrête. Pour supporter les soins, Michel doit faire un gros effort sur elle-même. Ce n'est pas une vie agréable, même si elle peut sembler enviable. C'est une souffrance. Vous êtes prisonnier de votre propre corps qui réclame du plaisir en permanence. C'est comme éternuer tout le temps. Vous n'êtes jamais satisfait. Merci, au revoir. Au revoir. Cette maladie peut faire très peur aux hommes. Ils ne se disent pas que c'est bon pour leur libido, que j'ai des orgasmes si facilement et que je sois insatiable. C'est vrai, ça me déstabilisait qu'elle ait autant d'orgasmes. Certains gestes anodins de la vie quotidienne peuvent déclencher un orgasme. Si je prépare du thé ou du café le matin, rien qu'en faisant bouillir l'eau dans la bouilloire, je sens l'excitation monter et les orgasmes s'intensifier. Que se passe-t-il en ce moment ? Ça s'accentue à cause de la bouilloire. Ça provoque des orgasmes encore plus intenses. En ce moment, vous avez un orgasme. Oui. Ça ne se voit pas. Non, parce que j'arrive à le gérer. J'ai l'habitude. Michel a appris à se contrôler, mais parfois son corps prend le dessus. Je sens que je me balance sur ma chaise. C'est le seul détail qui me trahit. Je ne pense pas que de l'extérieur on puisse voir que j'ai un orgasme. Mais moi, je le sais. Même une activité aussi simple que le ménage peut être risquée, simplement à cause des vibrations de l'aspirateur. Je dois m'arrêter, c'est trop fort. D'habitude, c'est ma fille qui passe l'aspirateur. L'aspirateur est puissant et bruyant.
Et puis, il y a les vibrations. Ça rend les orgasmes encore plus intenses. Je dirais que j'en ai eu une dizaine, mais en fait, c'est ininterrompu et très intense. Ça y est, j'ai chaud. Les situations qui exigent une grande concentration, comme la conduite, sont encore plus problématiques. Le bruit et les vibrations de la voiture accentuent l'état de Michel. En ce moment, les orgasmes sont très forts. J'en ai vraiment tout le temps. C'est toujours comme ça en voiture. Toujours. Ça ne m'empêche pas de conduire, parce que ce n'est pas désagréable et que j'ai l'habitude. Vous arrivez à vous concentrer sur la route? Oui, sans problème. Pour moi, avoir autant d'orgasmes, c'est aussi normal que respirer. Donc ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. À cause du syndrome, Michel ne parvient pas à garder un emploi stable. Rongée par la honte, elle manque de confiance en elle. Elle est très réservée et peine à se faire des amis. Ma vie sociale n'est pas comme je le voudrais. Je peux être très expansive, mais le syndrome m'isole beaucoup des autres. J'ai du mal à aller vers eux. J'ai peur qu'ils me regardent d'un air dégoûté et me parlent avec réticence, qu'ils n'aient pas envie de me connaître. Quand votre handicap vous oblige à vous masturber pour soulager la tension, vous vous isolez forcément des autres. Certaines femmes sont même dans l'incapacité de travailler. Elles doivent aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Elles ont honte. Par exemple, ce n'est pas évident d'avoir un orgasme dans un bus. Alors forcément, elles se coupent des autres. Je peux avoir un demi, s'il vous plaît? Quelle marque? Carling. Jusqu'à récemment, les proches de Michel ignoraient tout de sa maladie. C'est par les médias qu'elle l'a découverte. Mes amis et ma famille ont appris que j'avais le SEGP quand il y a eu un article sur moi dans un journal national. Ça les a fait rire. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ils ne m'en parlent jamais. Ils prennent ça à la rigolade, mais ça ne me gêne pas. C'est un sujet que je n'aborde jamais avec mes amis ou ma famille. Ça me met mal à l'aise d'en parler avec eux. Je n'ai pas l'impression que ça les intéresse et qu'ils veulent en savoir plus. Ça reste un sujet tabou. Ça s'est bien passé à l'école, Caroline? Et toi, Matthew, qu'est-ce que tu as fait?
Michel élève seul ses 4 enfants. Ils sont au courant pour sa maladie et cela n'a pas toujours été facile pour eux, notamment quand Michel a accepté d'être interviewé dans la presse. Dans leur entourage, les réactions ont parfois été violentes, notamment à l'école. Quand j'ai parlé aux médias, je l'ai fait pour moi, pour me sentir mieux. Et effectivement, ça a été un grand soulagement. Je ne voyais pas ce qu'il y avait de mal à dire la vérité, à dévoiler ce que j'avais toujours caché à tout le monde. Les 2 petits m'ont demandé pourquoi le journal avait parlé de moi. Ma fille de 9 ans sait parfaitement lire. Et elle a trouvé l'article en question. Mais elle n'a pas tout compris. J'essaie de les protéger au maximum. C'est surtout les étrangers qui réagissent mal. Les autres parents à l'école. On me regarde de travers. Bien sûr, mes enfants savent qu'on a parlé de moi dans les médias. Et ils disent à leurs copains « Ma maman était dans le journal ». Mais pour en discuter vraiment avec eux, je dois attendre qu'ils soient plus grands. Malheureusement, les professeurs, les élèves et les parents de l'école ont lu les articles. Un jour, ma plus jeune fille, Caroline, est rentrée de l'école. C'était après la parution du premier article sur moi. Elle m'a dit que les enseignants se passaient le journal. Et quand ils l'ont vu, ils l'ont caché. Donc je sais que l'école est au courant. Les parents d'élèves ont changé de comportement depuis que les médias ont commencé à parler de moi. Avant, ils me disaient bonjour, mais ils ont arrêté. Maintenant, ils m'ignorent. J'ai tout de suite compris pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un article sur moi. C'est à cause du syndrome. Le sexe, c'est tabou. Allez, on rentre à la maison. Allô, Rosanna? Tu vas bien? Quoi de neuf? Rosanna, la fille aînée de Michel, vit en Australie. Elle a découvert la maladie de sa mère à cause des plaisanteries de ses collègues. Quand le premier reportage est paru, ses collègues ont découpé l'article dans le journal, l'ont plastifié et accroché au mur. En arrivant au travail, elle l'a vu et ça l'a fait rire. Et elle ne m'a jamais posé aucune question. Elle n'a fait aucun commentaire. Ça me va très bien. Si elle veut savoir, je suis prête à en discuter, mais tout va bien comme ça. Très bien, Rosanna. Je t'aime. Au revoir. Si je pense au sexe, c'est encore pire. Quand je suis avec quelqu'un, je peux être très exigeante. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une libido très forte. Mais je n'ai pas besoin d'avoir des rapports sexuels en permanence. Bien sûr, le syndrome de Michel bouleverse également sa vie sexuelle, car elle est insatiable, et c'est très déstabilisant pour ses partenaires. J'ai un très grand appétit sexuel. J'aime qu'il y ait beaucoup de préliminaires et que mon partenaire ait de l'endurance. Il ne faut pas qu'il arrête dès qu'il a eu son compte. Pendant les rapports, j'ai des orgasmes non-stop. C'est fantastique pour l'homme et pour moi. Mais certains trouvent ça effrayant. Ces femmes ont souvent des problèmes avec leur partenaire. Il peut avoir l'impression de ne pas être considéré comme un individu à part entière. Tout comme certaines femmes se sentent utilisées par les hommes, juste pour les rapports sexuels. Les femmes n'apprécient pas et les hommes non plus. Ils se disent « elle ne s'intéresse pas vraiment à moi ».
Je suis juste là pour lui donner un orgasme et soulager une tension. Donc très souvent, l'homme ne se sent pas à l'aise dans cette relation. David Davis et Michelle sont sortis ensemble, mais ils ont fini par rompre parce que David n'arrivait plus à gérer la libido incontrôlable et les orgasmes multiples de sa compagne. Ça me déstabilisait qu'elle ait autant d'orgasmes. Je ne pouvais pas suivre. Je ne suis pas un surhomme. Elle a toujours eu une très grande activité sexuelle en solo. C'était quelqu'un de très sexuel. On pouvait faire l'amour n'importe où. On l'a fait dans mon garage, dans ma vieille voiture, ma voiture de collection. C'était comme ça tout le temps avec elle. Come on. Come on. Come on. Come on. Quand elle avait ses orgasmes, je le voyais sur son visage. Et il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je me demandais un peu à quoi je servais. Un homme ne peut pas tenir indéfiniment. Et si la femme en veut encore, parfois, on n'y arrive pas. Après, vous vous dites, je n'ai plus envie de faire l'amour. Pendant un jour ou deux, vous rechargez vos batteries. Parfois, c'est fatigant. Je ne lui en parlais pas. J'étais gêné. Je ne voulais pas lui expliquer tout ça. Alors, je ne disais rien. Un demi, s'il vous plaît. Certains hommes se demandent pourquoi j'ai envie d'avoir un partenaire. J'ai des orgasmes toute seule. Alors pourquoi aurais-je besoin d'un homme? Avec un homme, les orgasmes sont encore plus explosifs. Et je suis un être humain. C'est un besoin normal. Depuis toujours, je fais peur aux hommes. Toujours. Je dois supplier mon partenaire de rester avec moi. Quand j'étais en couple, j'ai vraiment dû supplier. Ça va, ma belle? Oui. Mais je ne connais personne ici. T'es pas venue avec une copine? Ce que je recherche chez un homme, c'est pouvoir partager mes orgasmes avec lui. Même s'il n'est pas présent physiquement, il peut être à des millions de kilomètres. Mais je voudrais avoir quelqu'un dans ma vie. Pour Michelle, le plus difficile à vivre, c'est la nuit, quand ses orgasmes sont à leur paroxysme. Elle se réveille systématiquement et peine à se rendormir. Depuis toujours, sa maladie provoque des insomnies très pénibles.
Parfois, le soir, je vais me coucher et je n'arrive pas à fermer l'œil. Je reste éveillée toute la nuit. Il m'arrive de me rendormir après m'être masturbée, mais pas toujours. Quand je suis dans mon lit, l'excitation monte et les orgasmes viennent très vite. Ils sont tellement forts que je suis obligée de me masturber. Ou alors je me lève et je vais devant mon ordinateur. Je passe souvent des nuits blanches. Bonjour Michel. Enchantée. Psychologiquement, le SEGP joue un rôle rassurant pour elle. C'est comme un espace protégé où elle peut se réfugier et être apaisée. En l'occurrence, c'est un apaisement physique. Certains se rassurent en mangeant un gâteau ou en fumant une cigarette. On va s'en débarrasser. Ça peut aller très vite. Mettez-vous là. Ça peut faire pleurer. Toute sa vie, Michel a souffert du syndrome. Pour celles qui en sont atteintes, la maladie de l'orgasme est un cauchemar. Et comme la découverte de la maladie est récente, il n'y a pratiquement aucune étude médicale. J'ai entendu parler d'une dizaine de cas, mais ils sont répartis sur une très longue période de plusieurs décennies. Aucun n'a été correctement diagnostiqué, tout simplement parce que la maladie n'était pas identifiée. Les symptômes ont été interprétés comme de l'hypersexualité ou de la nymphomanie. Depuis longtemps, Michel cherche à comprendre pourquoi elle souffre de cette maladie. Elle a rencontré des psychologues et des médecins, sans résultat. Je suis très déçue par le monde médical. Je dirais que le SEGP est un domaine inexploré. Très peu de médecins en ont entendu parler. Je dois vraiment insister pour qu'ils fassent quelque chose. En général, ça ne les intéresse pas. Mais je veux comprendre. C'est capital pour moi. Je voudrais savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est biochimique? Est-ce que je suis née comme ça? J'ai beaucoup de questions. Michel pense que son sentiment de honte peut venir de son enfance difficile. Pour y voir plus clair, elle a fait appel à un expert, Kevin Lay, célèbre thérapeute comportemental britannique. Bonjour Michel. Enchantée. Je suis Kevin. Comment allez-vous? Je peux entrer? Merci. Michel m'a contacté il y a quelque temps par Internet. J'ai le long email qu'elle m'a envoyé pour me raconter son problème et me demander de l'aide. Je suis toujours intéressé par les cas atypiques et je n'avais jamais entendu parler de cette maladie.
J'ai donc accepté de venir travailler avec elle. Installez-vous confortablement. J'ai été stupéfait quand j'ai fait des recherches sur Internet. Le net est une gigantesque bibliothèque d'informations et pourtant, si vous tapez SEGP ou excitation génitale, vous n'avez rien. Aucune information. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. Je reçois souvent des mails très intrigants, mais le vôtre sortait du lot. Je vous remercie de m'avoir confié toute votre histoire. Le but du traitement est notamment de débarrasser Michel de son sentiment de culpabilité lié à la maladie, car c'est l'une des causes de ses problèmes. Maintenant, pouvez-vous penser aussi fort que possible à tout ce que vous m'avez écrit, tout ce que vous dites dans le mail? La petite fille que j'étais est toujours en moi et elle est très malheureuse. Pouvez-vous vous lever? Je vais tapoter quelques points précis. Je veux que vous pensiez à la petite fille malheureuse qui est en vous, à tout ce qui s'est passé autrefois. Pensez-y. Maintenant. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous en colère? Très en colère. Donc vous diriez 10. La thérapie du champ mental a été créée par le docteur Roger Callahan il y a une trentaine d'années. C'est une méthode rapide et efficace pour évacuer des problèmes psychologiques. Elle combine la médecine traditionnelle chinoise et les techniques psychologiques modernes. On tapote des points d'acupuncture à un rythme précis pour soigner les problèmes, qu'il s'agisse d'angoisse, de stress, de traumatisme, etc. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles applications pour la TCM. Ici, il y a un peu de colère. Concentrez-vous là-dessus. Je suis très en colère contre mes parents. Pensez à votre colère contre eux. Et maintenant, quand vous y pensez, quel effet ça vous fait? Maintenant, quand je pense à ma colère contre mes parents, je ne ressens rien. Vous n'y avez plus accès? Un problème est comparable à un virus informatique. En tapant la bonne combinaison ou la bonne séquence, il disparaît. Cela fait quelque chose dans le cerveau qui élimine très rapidement la manière dont le cerveau gère cette information et dont nous y réagissons. Donnez-moi votre main. Fermez les yeux, ouvrez-les. Ne bougez pas la tête. Regardez en bas à gauche, en bas à droite, devant. Faites un mouvement circulaire avec les yeux, dans l'autre sens. Comptez de 1 à 5. Psychologiquement, le SEGP joue un rôle rassurant pour elle. C'est comme un espace protégé où elle peut se réfugier et être apaisée. En l'occurrence, c'est un apaisement physique. Certains se rassurent en mangeant un gâteau ou en fumant une cigarette. Comment vous sentez-vous? Le soupir est un signe. Vous évacuez. Un signe de soulagement. Lâchez tout. Vous vous sentez plus légère? Oui, plus légère. Comme si on vous avait enlevé un gros poids. Oui, bien sûr. J'ai grossi au fil du temps, mais ce n'était pas un poids physique, c'était autre chose. Je me disais, c'est pas ça, c'est un poids à l'intérieur de moi. Certains utilisent le sexe. Pour d'autres, c'est la nourriture qui sert de substitut pour combler un manque. Michel est sans doute en surpoids parce qu'elle mange pour se consoler. En fait, vous ressentez un vide émotionnel à l'intérieur de vous, et c'est ça que vous essayez de remplir. Peu importe la drogue que vous choisissez, ça peut être l'alcool, la cigarette, se ronger les ongles ou manger, c'est pareil. Vous vous remplissez. Regardez comme vous êtes bouleversé. Vous savez que j'ai raison. C'est vrai. C'est du sabotage. Remettez-vous debout, on va vous débarrasser de ça. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis souvenue de moi quand j'étais petite. C'était comme penser à une autre petite fille. Ce n'était pas moi.
Je me sens mieux. Plus légère? Oui. Donnez-moi votre main. Fermez les yeux. Ouvrez-les. Regardez à gauche, à droite. Faites un mouvement circulaire avec les yeux. Dans l'autre sens. Comptez de 1 à 5. On emmène la personne dans ce qu'on appelle le 4e champ pour créer un état bien précis. Ensuite, on tapote et on voit le problème se désintégrer. Tout se dissipe. On voit le changement dans les yeux du patient. Au début, ils pleurent et à la fin, ils disent « je n'ai plus de larmes » et se sentent plus légers. Le problème s'évapore sous nos yeux. Comment vous sentez-vous? Bien mieux, mais très ému. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de difficile. Essayez de vous mettre en colère, comme tout à l'heure. Il y a une minute, vous aviez les larmes aux yeux. Revivez cette émotion et essayez de vous mettre en colère. Et essayez de toutes vos forces. Allez-y. Je n'y arrive pas. Ça ne marche plus. Le cerveau se reprogramme en permanence. Je me suis sentie vraiment soulagée. C'était une sensation formidable. Comme si un miracle avait eu lieu. Je me sens toute légère. Voilà, c'est parti. Incroyable, non? Ça a été un plaisir. Je m'en vais maintenant. Maintenant, elle aura toujours les souvenirs, mais elle ne pourra pas se rappeler de la charge émotionnelle qui les accompagnait. Grâce à ça, les souvenirs vont s'effacer progressivement. Si le cerveau essaye de déclencher un état émotionnel en évoquant un souvenir et qu'il n'y parvient pas, il laisse tomber. Pourquoi se fatiguer? Merci. C'est un miracle. Au revoir. Cette rencontre avec Kevin Lay a changé la vie de Michelle. Quand je repensais à mon enfance, je revoyais une autre petite fille. Ce n'était pas moi. J'étais émue, mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Je revoyais les souvenirs, mais je n'étais pas impliquée émotionnellement. C'est comme si je regardais un autre enfant. Cette petite fille était tellement malheureuse qu'elle n'avait qu'une solution, se consoler en se masturbant. J'ai toujours pensé que le SEGP venait de là. Tant qu'un traitement n'est pas trouvé, Michelle devra vivre avec le syndrome. Mais aujourd'hui, la honte et la culpabilité se sont envolées. Maintenant que je suis adulte, il est possible que j'utilise le SEGP pour me réconforter. Mais la plupart du temps, je n'ai même pas besoin de stimulation pour avoir un orgasme. C'est ce qui est le plus caractéristique. J'ai toujours autant d'orgasmes. J'ai toujours le syndrome d'excitation génitale persistante. Mais il n'y a plus ce grand vide en moi qu'il me faut combler.